Bien, bonjour. Donc après la petite introduction qui était indépendante du cours en réalité et une simple réaction à l'actualité pas tout à fait banale, hélas, que nous vivons, venons-en au vif du sujet et donc à cette série d'interventions sur la philosophie des sciences, sur l'épistémologie. Je m'adresse à des néophytes, sans aucun prérequis philosophique ni scientifique, et je vais dire des choses extrêmement simples. Donc c'est à la fois pour fixer un petit peu le cadre, vous donner quelques références, et en même temps, je ne souhaite pas balayer à la manière d'un panorama les grandes idées de l'épistémologie. On pourrait le faire, ça serait facile, mais à ce moment-là, autant regarder Wikipédia. Moi, je préfère prendre quelques exemples dont j'assume le caractère lacunaire, mais qui me semble intéressant du point de vue de l'actualité scientifique. Et puis j'assume aussi d'avoir un point de vue. Voilà, c'est-à-dire que je ne veux pas faire semblant de la neutralité. Je crois que c'est impossible. Dès lors qu'on touche à la pensée subtile, ou même à la pensée d'ailleurs en général, on ne peut pas ne pas prendre parti. On sait bien qu'un journaliste, par exemple, quand il évoque l'actualité, quand il est un bon journaliste, bien sûr, il n'invente pas les faits, il se contente de les relayer, mais ne serait-ce que de la manière dont il hiérarchise l'information, il est en réalité en train de créer une image du monde. Il n'est donc hautement pas neutre, suivant ce qu'il décidera effectivement de mettre en tête de son journal et suivant ce qu'il va relayer en tant qu'information secondaire. Donc j'assume une non-neutralité, je vais prendre parti, non pas tellement pour vous faire part de ce que je pense, ce qui n'a essentiellement aucune importance ici, mais plutôt pour vous inviter à réfléchir. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement envie d'insister sur ce qui est déjà connu. Je n'ai pas tellement envie de me trouver, disons, dans la surenchère affirmatrice. Je crois plus intéressant de vous proposer un certain nombre de pistes un peu originales, un peu subversives, un peu déconstructrices, parce que l'essentiel pour moi, ce n'est pas de vous transmettre un savoir, ce n'est pas que vous ayez acquis un corpus, puisqu'il s'agit d'un cours transverse, mais c'est plutôt de vous inviter à réfléchir, à penser hors de l'ordre, à remettre en cause vos propres certitudes et à disposer, dirais-je, d'un arsenal méthodologique vous permettant de faire preuve d'un peu de finesse face aux archétypes ou aux pensées un peu à l'emporte-pièce qui traversent, sillonnent et nervurent, hélas, un peu trop souvent notre temps. Alors la question que j'aimerais que nous nous posions est celle de la vérité dans les sciences. Voilà. C'est une question évidemment abyssale. C'est une question qui me semble essentielle parce que vous avez remarqué que l'argument scientifique n'est jamais tout à fait un argument comme un autre. Ce que je veux dire, c'est que même dans une publicité, par exemple, parfois on vous dit c'est scientifiquement prouvé. Alors bien sûr, c'est une phrase qui n'a aucun sens, on aura largement le temps d'y revenir, parce que justement, si c'est scientifique, au sens des sciences de la nature, c'est que ce n'est pas prouvé. Donc c'est une idée qui est tout à fait déraisonnable. Mais au-delà de cette construction sémantique ou rhétorique inappropriée, vous voyez que cet argument, il a en quelque sorte valeur incantatoire. Quand on réfère à la science, semble-t-il, on sort de la vie personnelle, on sort de l'opinion, qui vaut collectivement, mais vaut plutôt comme un effet de groupe qui n'est pas nécessairement rationnellement fondé, et on se rattache, semble-t-il, à une catégorie spécifique qui serait celle d'un rapport privilégié, si ce n'est avec le réel en tant que tel, au moins avec une dimension à l'éthique, c'est-à-dire relative à la vérité du discours sur le réel. Je crois que dans notre monde, pour le meilleur et pour le pire, l'argument scientifique est un peu plus qu'un point de vue respectable. Il ambitionne, probablement parfois à tort, nous y reviendrons, une sorte de légitimité spécifique qui le singulariserait au sein de la nébuleuse des discours. Alors, il va falloir que nous soyons subtils, parce que bien sûr, dans certaines situations, c'est vrai. Quand les spécialistes de climatologie nous expliquent que les êtres humains sont en train de nous mener à la catastrophe,
ils ont raison et je crois qu'il faut leur donner un peu plus de crédit qu'aux négationnistes à la solde de lobby qui laissent entendre que tout va bien. Mais dans d'autres cas, vous verrez qu'il y a aussi un risque à croire que la scientificité serait en elle-même garante d'une forme d'objectivité, de neutralité, de véridicité, peut-être même de sacralité du discours. Ça, et nous aurons l'occasion large d'y revenir, ce n'est vraisemblablement pas exact non plus, ou à tout le moins, c'est potentiellement dangereux dans certaines circonstances. Donc, soyons clairs, on ne va pas prendre parti face à la question nodale qui est la nôtre, la science dit-elle la vérité? Oui, bien sûr, au sens où elle ne ment pas, quand c'est de la bonne science, naturellement, mais peut-être non, au sens où elle ne me semble pas avoir vocation à englober, absorber, synthétiser dans une sorte de vision métasyncrétique la totalité du réel. Voilà. Donc, il va falloir travailler d'un peu plus près pour essayer de faire fonctionner cette question, non pas pour l'interroger, vous savez, un peu à la manière rhétorique usée de philosophes qui jamais n'apportent de réponse, mais se contentent de scruter les détails de l'interrogation. On va le faire, mais j'espère qu'on ira un peu au-delà de ça pour essayer de comprendre les modalités alétiques de la proposition scientifique. Ce qui est un peu gênant dans l'argument scientifique, c'est que généralement, quand on y recourt, dans le débat d'idées, dans la sphère politique, dans la sphère commerciale, c'est qu'il interrompt le débat. Vous voyez, quand on parle de science, souvent, il n'y a plus à discuter. Il semblerait que l'argument scientifique permette directement de trancher. Ce n'est plus un avis, c'est un fait. Ça, c'est compliqué, parce que c'est parfois vrai. Il est tout à fait évident que quand vous êtes confronté à des platistes qui croient que la Terre est un plan, bien sûr, l'argument scientifique devrait les ramener à la raison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si vous parlez de choses plus subtiles, il faut faire attention. Je ne sais pas moi, si on parle par exemple du nucléaire, j'y reviendrai, c'est un sujet très clivant. Le nucléaire est-il dangereux? Bien sûr, le scientifique aurait beau jeu de répondre non. Il n'émet pas de CO2, il ne participe pas au réchauffement climatique. Même si on intègre l'extraction de l'uranium et le démantèlement des centrales, il est vrai que l'émission de dioxyde de carbone, donc de gaz à effet de serre par une centrale nucléaire, est très petite, comparée aux modes alternatifs de production d'électricité. Mais bien sûr, le danger du nucléaire est ailleurs. Donc, ce serait aller un peu vite que d'enfermer l'interrogation dans la simple conséquence pour le réchauffement climatique, alors que ce n'est pas le seul mode de dangerosité. Donc ce que je veux dire avec cet exemple trivial, c'est que la science donne souvent de bonnes réponses. Encore faut-il lui poser les bonnes questions. Et en ce moment, nous sommes en pleine épidémie de Covid-19. Je suis certain que si on pose la question de la dangerosité d'un certain mode de relation, tout le monde la comprendra au sens « est-ce dangereux pour la transmission de l'épidémie ?» La science pourrait répondre non dans certains cas, alors que l'interaction en question pourrait être très dangereuse d'autres points de vue. Donc, il faut être très méticuleux à ce que les questions posées charrient souvent un certain nombre d'hypothèses, de contextualisation ou de réduction implicite qui font que la réponse juste mais naïve d'une interprétation scientifique qui ne dit pas son cadre pourrait s'avérer en réalité erronée. Alors nous sommes en France. Enfin, le monde entier n'est pas en France, mais puisque je parle français, je suppose que ceux qui m'écoutent sont en France. Puisque ce sont d'abord mes étudiants, je vous rappelle que nous télétravaillons pendant cette crise. Alors en France, nous avons ce privilège d'être un peu tous, d'une manière ou d'une autre, les héritiers de Descartes. Enfin, privilège, disons que pour le meilleur ou pour le pire, être scientifique dans l'imaginaire collectif d'un Français, je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours un peu être cartésien. Alors c'est pas mal ça quand même.
Parce que, bon, Descartes, c'est quand même le philosophe des philosophes. Descartes, c'est le maître absolu. C'est la rationalité incarnée, c'est la beauté presque inaltérée d'une intelligence pure. Presque d'ailleurs enivré par sa propre pureté. C'est celui dont chaque ligne est un délice de raffinement absolu. Voilà, lisez, si vous ne l'avez déjà fait, les Méditations métaphysiques, c'est un petit ouvrage écrit en 1641, je crois, qui est une sorte d'ode au génie humain. Voilà. Pour moi, c'est peut-être avec les séries de Deleuze, avec les dialogues de Platon, avec les propositions de Spinoza, un de ces textes comme ça que je rangerais dans l'écrin des merveilles, littéralement, de la pensée scientifique. Vous voyez, les moments où l'on se sent fier d'appartenir à cette espèce humaine qui, malgré le pire qui nous entoure, est aussi capable de ces moments, non seulement d'intelligence, mais aussi de grâce, pourrait-on dire. Donc, incontestablement, et nous ne sommes heureusement pas là pour la juger, la philosophie de Descartes est un joyau. Mais en parallèle ou en contrepoint de ce joyau, comment oublier que Descartes, c'est aussi l'auteur de cette terrible et finalement ignominieuse hypothèse des animaux-machines, dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences effroyables quant à la réification insensée du vivant qu'elle a engendré. Ce n'est évidemment pas la seule faute de Descartes, et nous ne sommes pas là pour faire une histoire de la souffrance animale, qui a bien évidemment des origines extraordinairement multiples, mais c'est peut-être un point d'orgue dans ce désir ou cette velléité de dénier à tous les vivants non humains leur véritable statut de vivant, ce qui bien sûr a permis de légitimer les pires exactions. Je vous rappelle qu'en ce moment, l'espèce humaine tue 1000 milliards d'animaux chaque année. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la grande majorité, 95% de la biomasse sur Terre, c'est de la viande d'abattage. Donc, quand on montre aux enfants des écureuils, des chevreaux, des biches, des lapins, des hamsters, des souris, tout ça c'est très mignon, mais ça n'existe plus. Statistiquement parlant, le monde que nous habitons, du point de vue des mammifères, c'est un monde avec des vaches et des porcs dans des fermes-usines qui non seulement auront une mort atroce, mais n'auront même pas de vie avant cette mort atroce. Et c'est une réification dès l'origine. Bon, loin de moi l'idée de faire porter une quelconque responsabilité directe à Descartes, et puis nous ne sommes pas là pour juger l'histoire, ça serait tout à fait idiot. Mais nous sommes les héritiers aussi, incontestablement, de cette posture cartésienne qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à légitimer aussi cette forme de rapport au monde. Vous savez que Nicolas de Malebranche, suivant une anecdote dont d'ailleurs l'exactitude n'est pas avérée, mais qui est à tout le moins possible, aurait tué une chienne à coups de pied dans le ventre en s'enorgueillissant d'être un disciple fervent de Descartes. Ça crie, disait-il, mais ça ne sent pas. Alors, ce qui est très intéressant dans cette situation, au-delà de son caractère révoltant, bien sûr, c'est que on a envie de se dire, mais il aurait quand même suffi que Descartes regarde quelques instants autour de lui pour comprendre la folie, pourrait-on dire, de cette idée. Il aurait suffi qu'il croise le regard d'un chien. Et ça n'aurait pas été très compliqué. Je crois finalement que Descartes se prend à son propre jeu en s'extrayant dans une certaine mesure du réel qu'il entend décrire, peut-être d'ailleurs dans un fantasme ou un désir de pureté. C'est, me semble-t-il, l'une des erreurs d'ailleurs que la science contemporaine va essayer de ne pas commettre. Elle en commet beaucoup, des erreurs, la science. Donc je ne suis pas du tout ici pour faire l'apologie de la science versus la pensée scientifique. Je crois qu'il y a une très grande interdépendance
et de toute façon, toute hiérarchisation serait stupide. Mais je crois que cette hétéronomie de l'intellect, vous voyez, hétéronomie, c'est le contraire d'autonomie, ça veut dire qu'on est en relation avec une extériorité. C'est quelque chose qui est très fondamental à la science moderne et qui vraisemblablement avait été parfois oublié par la philosophie. Je crois que ce croisement du regard du chien, qui aurait vraisemblablement permis à Descartes de voir les choses autrement, ne pouvait peut-être pas se produire, parce que structurellement, la construction grandiose, sublime, immaculée de Descartes se prenait dans sa propre absoluité et devenait en quelque sorte prisonnière de son auto-vénération dans un désir d'extraction. En un certain sens, n'est-elle pas aveuglée par son excès de lumière? C'est un peu métaphorique, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Il y a un fantasme de transparence et de clarté, parfois jusqu'au sublime, mais parfois aussi jusqu'à l'aliénation, dans ce désir, dirait-on, de singularité et d'infinité humaine jusqu'à l'aberration en réalité. Alors bien sûr, c'est un peu facile de le dire maintenant que cette continuité avec les animaux est acquise, mais il est difficile de ne pas s'interroger. Comment a-t-on pu ne pas le voir? Alors, Descartes, vous savez, c'est aussi l'inventeur d'une méthode extraordinaire. C'est un peu l'inventeur du doute généralisé. Un doute très particulier, très systématique, presque systémique. Un doute qu'on pourrait dire érigé en méthode. Alors ça, c'est aussi quelque chose de formidable, d'extrêmement fructueux dans le domaine intellectuel. Et il creuse une fissure remarquable dans l'histoire de la philosophie qui vraisemblablement a été très longtemps convaincu de son accès à un non-soi, du réel, de son accès aux choses en tant que telles. C'est peut-être pourquoi d'ailleurs, nombreux sont les philosophes qui considéraient la métaphysique comme la reine des sciences. Je crois que Hegel le disait explicitement, mais l'idée est vraisemblablement très antérieure. Mais, face à ce désir de doute, vous pouvez par exemple le découvrir dans le discours de la méthode, qui est peut-être l'œuvre la plus simple, un peu l'œuvre de vulgarisation de Descartes, mais Descartes n'était jamais vulgaire, même s'il écrivait celle-ci en français et non pas en latin. Mais Descartes, donc, face à la beauté et à la radicalité de ce doute généralisé, va aussi proposer une solution. C'est le fameux cogito. Le « je pense donc je suis », cogito ergo sum. Le cogito, c'est en quelque sorte la manière que trouve Descartes d'ancrer son système. Vous voyez, je peux douter de tout sauf d'une chose. Je peux douter du tout sauf de ce que la proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie au moment où je la pense. Ça, c'est un geste fondateur. Alors, peut-être on verra si on a le temps dans ce cours, je ne sais pas comment Husserl, par exemple, va aller plus loin encore, vraisemblablement, dans cette direction, en la poussant véritablement dans ses retranchements et dans quelque chose que Descartes n'avait pas entrevu. Mais pour le moment, restons-en à Descartes. Ce qu'il va faire avec le cogito, c'est de réasseoir l'ensemble de l'édifice sur une certitude, une seule certitude, à partir de laquelle peut se reconstruire le réel. Alors bien sûr, on ne peut pas simplifier à l'extrême. On ne peut pas, par exemple, considérer que le cogito joue pour Descartes le rôle de l'arché pour les philosophes grecs. Vous savez que les Grecs étaient friands d'archaïs, c'était ces principes fondateurs, l'eau, le feu, le nombre, etc., à partir desquels ils ambitionnaient de reconstruire le réel. Pour Anaximandre, par exemple, c'était l'apeiron, à la fois l'infini et l'indéfini, dans un geste d'ailleurs très pré-scientifique et extrêmement novateur, qu'il allait en quelque sorte considérer comme la réduction principielle permettant la reconstruction du réel. Bon, c'est pas ça ce que fait Descartes. C'est pas un arché, le cogito. C'est un inaliénable. C'est ce à partir de quoi je peux redéployer
une forme de certitude malgré la posture de doute généralisé. Et ça, c'est quelque chose qui montre que finalement, Descartes n'a peut-être pas osé aller véritablement au fond ou tirer toutes les conséquences du caractère révolutionnaire de cette posture d'instabilité. Il n'a peut-être pas laissé, comme le proposerait Jacques Derrida par exemple, flotter les litres, vous voyez, les litres qui entourent l'aile des insectes et qui comme ça vibrent avec le vent. Bon, Derrida fait le pari de la déconstruction radicale et donc d'une philosophie désarrimée, un peu en état de survol, comme le disait Gilles Deleuze à propos des concepts. Non, Descartes, bien évidemment, n'est pas là-dedans. Il n'est pas là, il est très loin de ça, et il va donc pouvoir redéployer une forme de rationalisme forcené, en dépit, dirais-je, de cette velléité à la remise en cause. C'est à partir de cela qu'il va nous falloir penser.